Voilà, mais un album de flûte que moi j'écoute beaucoup. Ouais. J'y connais rien en flûte ambiante, mais j'aime bien cet album. Je peux dire que c'est de la bonne flûte. C'est de la bonne flûte. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mehdi et vous regardez le Code Review épisode 24 comme Kobe Bryant après 2006. Repose en paix Kobe, mais également comme André Onana, le gardien de Manchester. Et oui, cette réponse a été trouvée en page 3 de Google. Voilà, bientôt il va falloir que je commence à regarder le rugby pour trouver un peu des références avec tous ces numéros. Mais ça ne m'empêchera pas de parler de rap comme toutes les 2 semaines, avec mon duo de Krakito. On peut le dire, à commencer par celle qui est devenue officiellement une +10. C'est vrai. Oui, sur YouTube, elle a dépassé les 10 000 vues avec sa vidéo sur Rocky. C'est évidemment celle que j'ai envie d'appeler Sandra 5 chiffres Gomez. Comment vas-tu ? Ça va au top, merci. Bon, très, très bonne vidéo, effectivement. Merci beaucoup. Sur Rocky, ce que j'encourage tout le monde à aller regarder. Et celui qui peut citer plus de 10 000 beatmakers par cœur. Sa fille d'ailleurs a pris le mot DJ premier avant le mot papa. Absolument. Raphaël Dacruz. Tout est vrai. Elle écoute quoi ? En ce moment, elle écoute Hard Knock Life de Jay-Z parce qu'elle me dit papa, est-ce qu'on peut écouter les enfants ? Voilà. Ah, les enfants, c'est Hard Knock Life. C'est Hard Knock Life. Bah, c'est beau ça. C'est très beau. Voilà. C'est beau. Au programme du jour, on va parler de 2 nouveaux exemples d'une tendance qui est assez importante dans le rap francophone en cette fin d'année. Ce sont les albums communs. Il y en a eu beaucoup dans le rap américain il y a ces dernières années, vraiment énormément. On attendait un peu que ça arrive ici. On a eu beaucoup de rumeurs. Hamza Damso, Hamza SCH. Hamza en fait avec quelqu'un, voilà, les gens voulaient voir Hamza collaborer. Et puis là il y en a de plus en plus qui sont arrivés. Val Hustle l'Enfoiré bien sûr. Guy de Besbarletto dont on a parlé. Frisk Orleans H22. Et puis là donc Zola, Kobalade qui a été annoncé en grande pompe pendant un concert. Taiki Dadju aussi dans un registre un peu différent mais qui est annoncé aussi. Et puis 2 qui sont sortis le vendredi 1er décembre. Celui que Sandra a annoncé depuis 1 an et demi, Isha Limsa. Et puis un blockbuster qui a été annoncé quelques jours auparavant, c'est le Gazo Tiakola. Commençons peut-être avec le Isha Limsa, Bitume Caviar volume 1, de rappeurs d'ailleurs que j'ai reçu également ici dans le code. Et c'est vrai que c'est un projet qui, même s'ils n'ont pas fait tant de morceaux que ça, qui était attendu. Il y a eu Starting Block et Modou, c'est les 2 feats officiels qu'ils ont fait. Et puis on les a beaucoup vus ensemble. Une grunt en première partie d'Isha au Bataclan, si je dis pas de bêtises. Bien ça, ouais. Tu y étais C'était décembre à peu près il y a 1 an. Ouais, c'est ça. Un grand moment. Magnifique moment. À la fois le grunt et le concert. Et puis c'est vrai que je pense que pour beaucoup d'amateurs d'un certain rap, c'était quelque chose qui semblait attendu en tout cas. Il y a des profils qui semblent proches, ils ont le même âge, ils sont de la même année, on sent que c'est un peu les mêmes refs et c'est vrai qu'on a l'impression que ces 2-là se sont bien trouvés. Qu'avez-vous pensé donc de ce premier projet, parce que c'est un volume 1 et même eux quand ils prennent la parole on sent déjà qu'ils sont déjà un peu sur la suite sans rien annoncer non plus, mais ils sont déjà un peu sur la suite, un peu peut-être pour suivre aussi le chemin qui a été tracé par leurs amis Kaba et Gigi. Il y a un truc similaire finalement dans 2 rappeurs qui avaient déjà une carrière et qui unissent leurs forces. Bitume Caviar, qu'est-ce qu'on en pense ? Peut-être commencer avec parce que je l'ai annoncé. C'est toi qui l'as annoncé en exclusivité mondiale, je crois. C'est vrai, j'ai toutes les infos, je suis connectée. Écoutez, c'est un peu difficile parce que quand je prépare les émissions, je prends souvent beaucoup de notes aux premières écoutes. Oui. Et pour celle-là, j'ai eu du mal parce que tout me paraît trop limpide pour être dit. Mais je vais quand même le faire. Oui, t'es quand même grassement payé pour ça. Je suis quand même grassement payé. Voilà. Mais ça me paraît. En fait, il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes. Mais j'ai besoin d'appuyer parce que peut-être qu'il y a un public qui nous regarde qui ne sait pas qui est Isha et qui ne sait pas à quel point il est fort. Et pour moi, en tout cas, c'est un des meilleurs rappeurs de notre époque. Oh oui. Côté un peu crooner quand tu veux. C'est vrai. C'est parce que c'est le rhume automnal. Ça te va bien. Merci. Un des meilleurs conteurs dans une certaine aisance et un style qui n'a pas vraiment d'équivalent dans le rap francophone. Et il n'a pas que l'expérience, parce que c'est un rappeur qui est expérimenté, mais il a aussi une aura depuis toujours, qui est lourde. Quand il rentre sur un morceau, ça devient palpable, et même quand il s'octroie le plaisir de chanter et d'être mélodieux, comme ce qu'il fait beaucoup sur ce projet, qui est un projet très rap, mais aussi très mélodieux, chanté. Il garde toujours ce récit ruste frontal qui passe pas par 4 chemins. Il a une écriture simple, mais qui arrive toujours à être poétique. Et pour Limsa, j'ai l'impression que cette proposition que Isha lui a fait, j'ai appris ça dans les petits extraits de l'interview du Code, c'était le challenge qu'il lui fallait. Je dirais
pas que jusqu'à présent il était feignant non plus, parce que la trilogie des logiques. Il s'est fait violence. Je pense qu'il est historiquement feignant, mais il s'est fait violence. Il le dit lui-même que c'est un flemmard. Feignant, c'est pas mal ça. Sa trilogie, ça reste quand même largement au-dessus du lot de ce qui se fait dans le rap, mais en termes de technique et de panache aussi, parce que lui aussi, il a ce truc-là, il a une personnalité qui lui est propre. Non mais le panache, je me permets de te couper. Là, je t'en prie. C'est un mot important pour les qualifier. Ils ont un peu ce truc-là de panache, de, tu sais... Le geste. Les beaux joueurs. Le geste. Voilà, Alvaro Recoba. Ce sont des beaux joueurs. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont ce truc-là en commun. Et donc, ça a aussi du sens de ouf. Ils ont ça en commun, et ils ont la différence, je pense, dans l'écriture et dans la manière d'appréhender le rap, avec Limsa qui va être plus dans la technicité et Isha plus décontracté. Mais sur ce projet-là, Limsa, je trouve qu'il développe son écriture. Il bosse, il peaufine et il brille. Vraiment, c'est pas une révélation, mais en tout cas, je pense que c'est ce qu'il a fait de mieux jusqu'à présent. Comme sur son couplet du morceau Le Plan A, que je trouve très impressionnant. Son interprétation sur À mes yeux, où il chante. Et je trouve qu'il est beaucoup plus premier degré que ce qu'on a l'habitude d'entendre de lui. C'est peut-être le fait d'être avec Isha. Exactement. Ouais. Et il sort un peu de son personnage, toujours un peu dans l'humour, qui est très cool, mais c'est bien. Il garde il le garde, mais c'est pour moi la révélation d'un artiste vraiment complet, et j'avais pas non plus peur pour lui, mais j'imaginais que le disque s'équilibrait avec un Isha très brut, terrien, et le Limsa un peu plus technicien enjoué. Et sur ce premier volume, je trouve qu'ils sont tous les deux complets dans leur niveau qui est assez abouti, et ils se laissent mutuellement une place différente selon les morceaux pour s'équilibrer et pour faire ce dont le morceau a besoin et ce qu'ils ont envie de faire eux aussi, parce que on ressent quand même qu'ils prennent du plaisir respectivement à tester d'autres choses, et je le disais pour le côté mélodieux, je trouve que Isha est très très fort là-dedans et qu'il le développe très bien dans Le Chant des Cigales, qui est un morceau très fort dès le début. Donc pour moi c'est un projet qui est harmonieux et équilibré, et c'est souvent ce qu'on attend d'un album commun. Donc pour moi c'est réussi, la dynamique elle fonctionne, et c'est un projet qui réussit à parler de nostalgie. Sur le papier, c'est assez triste, assez dur ce qui est raconté là, et ça tourne presque que autour de leur vie passée. Donc je pense que ça peut plus plaire à peut-être un public qui peut faire cet exercice-là de regarder en arrière, mais dans les sonorités, je trouve que ça s'ouvre à un public qui peut être plus large que ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Il y a un truc aussi je trouve qui est notable, c'est que quand tu vois la cover, en fait tu vois Isha Limsa, ils savent faire tellement de choses que tu sais pas forcément, est-ce que ça va être un peu une playlist avec plein de trucs différents et tout, est-ce que ça va être un peu léger, parce que tu dis aussi, voilà, les deux ont fait des trilogies, Isha a même fait Labrador Bleu en plus, avec quand même des projets qui sont lourds, même si effectivement il y a toujours des vannes chez Limsa, et un peu aussi chez Isha quand même, mais tu vois, c'est un peu, Isha c'est vraiment les projets, tu sens, d'une vie quoi, donc tu te dis, est-ce que ça va être le temps maintenant d'être dans la détente, d'être un peu dans le fun et la rigolade, et on va juste rimer pour rimer, et c'est vraiment pas ça quand même. Je pense qu'il faut le dire, parce que la cover qui est cool, tu vois, qui est un peu marrante, tu peux te dire, d'ailleurs King Dead Caballero, tu peux dire, ça va être un peu à la Kaba et Gigi, tu vois, dans ce truc là où les mecs sont là en train d'échanger des rimes et en fait c'est quand même un projet super intime. Tu sais ce que j'ai compris de la cover, c'est aussi le côté trentenaire, kiffeur, qui va à la pêche, enfin ce côté-là, tu vois. Le plaisir simple. Voilà, le plaisir simple de la vie. Peut-être carrément. Mais c'est vrai que je trouve que c'est, on pourrait se dire, c'est deux rappeurs qui se font un peu un projet récréatif en mode, là on va échanger des rimes. Il y a ça bien sûr, mais c'est quand même pas, je trouve, ce qu'ils font. Oui, c'est à la marche, c'est sur deux morceaux, principalement celui avec Kaba et Gigi. Mais sinon, le reste, c'est quand même, je trouve, un album très personnel, même si c'est un album à deux, où les mecs parlent vraiment de leurs états d'âme, et ils ont aussi un point en commun, c'est l'espèce de, et ça ils l'ont toujours eu, mais espèce de sincérité, en fait, d'authenticité. On dit toujours ça d'Isha, il est authentique, Isha, mais Limsa aussi, en fait. C'est juste que Limsa, il cache ça derrière des vannes, mais là, il dit des trucs dedans, tu sais, quand il dit, on a menti sur la tête de nos mères, est-ce qu'on va mentir sur leur tombe quand elles seront plus là, quand il dit qu'il recherche l'amour de son géniteur, sa génitrice. Exactement. Tu vois, quand il dit on a mangé pendant le ramadan, tu sais, il y a vraiment un truc où les mecs se livrent, et c'est ça en fait cet album-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils se livrent à deux, mais c'est pas finalement le projet, ce qui n'empêche pas de pouvoir ressentir du plaisir en écoutant cet album. Et puis c'est pas un projet récréatif, tu vois. Ça reste quand même
technique dans l'écriture, c'est-à-dire évidemment. que l'un et l'autre, et puis il y a une vraie complémentarité, tu en parlais Sandra, c'est-à-dire que cette complémentarité, elle se fait entre l'exactitude des multisyllabiques de Limsa, qui est vraiment lui très précis, tu vois, et une métrique plus souple chez Isha. Ça s'entend beaucoup sur le morceau Soit riche ou soit digne, qui est en fin d'album, que je trouve un des meilleurs morceaux pour moi de ce disque. Et effectivement, l'humour de Limsa. À un moment donné, il y a cette phase sur le cachet d'une scène qui augmente en plein morceau, par exemple, celle-là, elle est très drôle. Et les quasi-haïkus. Ça, c'est vraiment un truc, je trouve, qui est brillant chez Isha depuis des années. C'est vraiment les haïkus, quand il dit le désespoir fait prendre des risques. Après, ça ramène des cris, des pleurs. Mais bon, des cris, des pleurs, tout ça fait vendre des disques. Tu sais, c'est vraiment des espèces d'observations ou des pensées de philosophie de rue qu'il arrive à très bien faire depuis toujours. Et cette complémentarité, elle est chambée aussi, forcément aussi dans leur grain vocal. Et effectivement, c'est un disque qui est mélancolique, quoi qu'il arrive. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a vraiment ce truc de... et qui finalement va dans la continuité de ce qu'était Starting Block et Modou, dans des registres musicaux très différents. Mais c'est mélancolique parce que c'est vraiment des albums de trentenaires un peu miraculés de pouvoir vivre aujourd'hui de leur passion. Tout à fait. Qui en mesurent la chance et le chemin parcouru, qui ruminent aussi un peu les mauvais choix. Tu parlais de nostalgie, il y a un peu ce truc-là aussi parfois de revenir un peu sur le passé, et en même temps qui mesurent qu'ils ont évité le pire. Il y a vraiment ce truc-là pendant tout l'album. Il y a ce truc qu'on a de la chance finalement. C'est un album de deuxième chance. Moi, je trouve qu'il y a un fil rouge sur cet album, c'est ça. On n'a pas eu des vies faciles, on a fait des mauvais choix parce qu'on vient d'un environnement. Il parle beaucoup aussi de ça. Tu vois, il y a un environnement qui est beaucoup. On n'aurait pas dû être là où on est aujourd'hui. Exactement. Il y a beaucoup ce truc-là. Il y a Limsa qui a une phase justement sur ma mère. Elle aurait jamais pensé que j'aurais pu m'en sortirais même légalement. Les amis de ma mère d'ailleurs. Voilà, exactement. J'aurais pu m'en sortir légalement. Il y a aussi beaucoup ça chez Isha et du coup, c'est un peu un album de beaucoup en filigrane de deuxième chance qu'ils arrivent à saisir, quoi. Et je trouve qu'en plus musicalement, il y a toute une moitié de l'album qui est produit par D.I. notamment, qui sont des sonorités modernes effectivement, sans jamais être complètement dans la tendance non plus, mais qui plantent ce décor, je trouve, musical de vague à l'âme qu'il y a beaucoup sur l'album. Et typiquement, moi, des morceaux comme Lotissement, les morceaux aussi que tu as cités, enfin quasiment tout l'album, à part effectivement les morceaux, le morceau notamment avec Kaba et Gigi et un autre aussi, Jimmy Fallon où on est plus sur des trucs de découpeurs. C'est beaucoup ça, c'est plein d'observations, plein de pensées et je trouve cet album en fait fidèle à ce que je m'attendais d'eux. Parce qu'effectivement, on pouvait s'attendre à un truc de découpeur, ce qu'ils savent très bien faire et ce qu'ils montrent à quelques reprises sur l'album. Mais c'est un album qui est honnête vis-à-vis de ce qu'ils sont et de ce qu'ils avaient montré ensemble justement sur les morceaux précédents. Donc je trouve que c'est un album qui est à la fois touchant mais très réussi si on aime justement le rap appliqué et à la fois ludique. Est-ce que c'est le plus grand album commun de l'histoire du rap français ? Je pose la question. Ah, t'as envie de le comparer à un Danny Dan Olkari peut-être ? Alors franchement, je vais être très honnête avec vous. Dieu sait que j'adore ce projet, même le saison 2 d'Olkari Danny. Franchement, et ça je le disais même dès la sortie, le projet est inégal. Olkari Danny. Il y a des morceaux extraordinaires, il y a des prods un peu moins bien. Je trouve franchement que pour moi c'est sûrement dans le top 5 des meilleurs projets communs, mais je ne mets pas top 1. Et je trouve que l'histoire le réévalue pas mal, tant mieux. Moi, tout ce qui permet de faire du révisionnisme et de réévaluer Danny Dan, je signe. Mais je trouve qu'on le réévalue pas mal, tu vois. Mais je le trouve moins abouti. Les contours sont moins parfaits que un Double Hélice 2 de Kaba et Gigi, par exemple, que j'adore, ou celui-ci. Oui, c'est vrai, c'est un projet commun Kaba et Gigi. C'est toujours une question de contexte. Je pense que le Olkari et Danny Dan, il sort à un moment donné où en fait le rap français s'individualise beaucoup plus et que d'un seul coup d'avoir deux rappeurs. Oui, c'est un ovni à ce moment-là. Ouais. Enfin non, il y a ça, il y a Ali Eliem tout à fait. À l'époque. Et qui a marqué aussi, qui a marqué son temps à l'époque. Extrêmement marqué. Là, c'est le contraire. Du coup, on est dans un contexte où il y a beaucoup de projets communs qui arrivent. Celui-là, pour moi, c'est quand même le très haut niveau du rap français aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on se disait aussi l'année dernière, c'est-à-dire que tu fais un album commun, si c'est juste pour chacun rapporter un peu ses ingrédients, mais faire une cuisine chacun de son côté, ça sert à rien. Exactement. Il faut arriver à faire ressortir une singularité, une identité d'un disque, quoi. Nous, on a beaucoup écouté Isha et Limsa. Pour le coup, je pense que tous les deux, ils se sont apportés mutuellement et on l'entend. Et c'est pour ça qu'il y a une valeur ajoutée. Est-ce que ça vous a fait ça ? Peut-être que c'est que moi. Franchement, ça se joue sur une demi-seconde. Mais il y a des moments où il y a quelqu'un qui rappe et je me demande si c'est Limsa ou Isha. C'est très rare, franchement. Et en vrai, ils ont pas du tout la même voix. Mais je sais pas, je pense qu'ils ont tellement traîné ensemble qu'il y a des moments où je me dis, attends, c'est Isha ou Limsa là qui commence, tu vois, c'est que moi. Mais tu vois, il y a vraiment, tu sens qu'ils ont vraiment passé beaucoup de temps ensemble, tu vois.
et que ça leur a fait du bien. En tout cas, Isha et Limsa me disaient dans l'interview que c'était pour eux leur meilleur projet. Alors peut-être qu'ils sont dans l'euphorie aussi du moment. Mais je suis assez d'accord. Franchement, c'est vraiment abouti dans ce qu'ils veulent proposer. Limsa Isha, donc, qui est disponible depuis le 1er décembre. N'hésitez pas à aller écouter ce projet. L'autre album sorti le même jour, c'est quand même assez fou quand même. On est quand même dans une... Il se passe des choses. Des projets communs qui sortent comme ça, c'est une semaine avant, bref. Après le film d'auteur, passons au blockbuster. Là, c'est vraiment le blockbuster. Fast and Furious. Ouais, je pense que vraiment, on parle beaucoup. Il y a des rumeurs, j'entends parfois sur les réseaux, genre Nino, Niska, etc. Je sais pas si ça peut arriver. Ça paraît de Hamza Damso. De Lacrim Mysterio aussi. Lacrim Mysterio, exactement. Là, on est vraiment sur ce niveau de blockbuster-là. C'est peut-être même, je pense, les deux plus grosse. Avec Nino, quoi. Voilà. En tout cas, c'est Ils ont en plus eu une ascension un peu similaire. Exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont un peu arrivés à peu près au même moment, même si on connaissait un peu Tiakola avec son groupe avant, bien sûr. Et puis ils ont fait des morceaux qui ont marché. Kassav, énorme tube. Mode Avion avec Niska et Fleur sur le dernier projet de Gazo. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est un peu le projet commun que le rap attend. En tout cas, que le rap mainstream attend, que les clubs attendent, que le grand public attend. C'est un projet, en plus ils ont fait, alors si on parle du rollout, quand même, juste pour, c'est assez malin d'avoir fait un truc avec Cortez, donc marque anglaise, sachant que Tiakola a fait un morceau avec Dave il y a pas longtemps, que Clint, le créateur de la marque Cortez, il fait des tweets parfois sur Tiakola. Ça c'est aussi un autre volet qui est intéressant, où tu sens qu'il y a des rapprochements très très intéressants entre la France et les autres pays, notamment l'Angleterre, tu vois. Et je pense que le Tiakola Dave, c'est franchement une des collaborations les plus réussies, en tout cas, de ces collaborations grand public que les rappeurs ont fait. Parce qu'après, t'as toujours des très bons morceaux un peu plus underground, parfois entre rappeurs français, américains, etc. Mais dans les trucs qu'on a vraiment vendus comme des gros singles, celui-là, et en plus il cartonne. Ça a cartonné, bien sûr. Et c'est un vrai bon morceau, je trouve. Je trouve que c'est un vrai bon morceau. Bref, donc c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là qui me semble intéressant, parce que Gazo aussi a collaboré avec des Anglais. Il y a un peu cet esprit-là, et même un peu dans les sonorités, on pourra en parler. Voilà. Et donc là, le projet est disponible. C'est celui que beaucoup de gens attendaient, je crois. Qu'en avez-vous pensé ? Commençons avec toi, Raph. Effectivement, déjà un album comme ça, c'est un disque qui a du sens, parce qu'il est ancré dans ce rap pop. Je dis pop au sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est populaire et accessible, qui joue beaucoup sur la mélodie, les arrangements vocaux autour de... Au moment où si tu parles de pop, au moment où on enregistre, on a eu la liste des morceaux les plus écoutés de l'année sur Apple Music, et Tiakola, Meda est numéro 6, il y a Die de Gazo, ils font partie vraiment des artistes qui ont... Gazo aussi, le morceau avec Heus, Sayan, ils font vraiment partie des artistes qui sont le plus écoutés dans ce pays, quoi. Je crois que le plus écouté c'était SDM. C'est SDM, Bolide Allemand. Qui est aussi, tu vois, sur cette logique de faire des choses assez mélodieuses, etc. Et le numéro 2, c'est Jolie, Gaulois Nino, qui est aussi un morceau mélodieux comme ça. Donc je pense qu'on est complètement ancré là-dedans, et c'est parmi ceux qui ont peut-être le mieux masterisé ce style-là, quoi. Alors moi, c'est pas nécessairement ce sur quoi je fonce. Pour ceux qui suivent l'émission, ils doivent sans doute un petit peu. Mais j'en reconnais... Tiakola Souffrance un jour, peut-être. Ce serait quand même assez fou, ça. Il y a Tiakola La Fève, a priori. En tout cas, il a fait des voix sur Loyal. Tout est possible. Parce que voilà, moi je sais aussi en reconnaître les qualités accrocheuses, c'est-à-dire que ça demande un certain sens de la formule, pas nécessairement dans l'écriture, mais dans la recette musicale. Ça demande une science de pouvoir faire des morceaux comme ça qui soient réussis. Et il y a un truc évident sur lequel je trouve dans ce disque-là, ils ont réussi à appuyer, c'est cette complémentarité vocale, évidemment, avec une voix beaucoup plus haut perché pour Tiakola et Gazo, évidemment, qui a cette voix de cave, quoi. Et il y a un morceau, par exemple, qui est AVSD, produit par Scred, où au refrain, il y a un jeu et un arrangement sur les voix qui est assez mortel. Et joli wouzou de producteurs, quand même, sur le projet. Il y a une belle liste de gens, Scred, Core, Flemme, exactement. Tariq Azouz. Et en plus de ça, ils ont cette intelligence, et ça va être le point sur lequel j'ai envie d'insister, et tu vas commencer à en parler un petit peu, cette intelligence aussi d'aller chercher justement des producteurs britanniques. Parce que moi, les morceaux que je trouve les plus intéressants sont ceux qui appuient, à l'image du morceau Tiakola Dave d'ailleurs dont tu parlais, sur cette musique, sur cette espèce de grammaire musicale un peu internationale qui commence à s'imposer à travers des codes justement qui viennent du Nigeria, du Ghana, passés ensuite par le UK. Alors j'ai déjà entendu l'étiquette Afro Swing, je suis pas un expert donc je vais pas non plus m'aventurer là-dedans, mais c'est un peu ce truc-là, avec des rythmiques justement avec du décalage, etc. Et des morceaux comme AVSD, donc produit par Scred, African Badman, qui est mon préféré moi de l'album, qui est produit par J5, qui est un mec qui a beaucoup bossé avec Dave qui est un rappeur moi que j'aime beaucoup les disques. 2434 aussi qui ouvre l'album, ou alors carrément des disques, et c'est là 2434
Kobe Shaq, voilà. Et qui est justement, comme je le disais, l'intérêt aussi d'un album commun, c'est d'essayer d'explorer des pistes qu'ils n'ont pas fait séparément, chacun de leur côté. Et un morceau comme So Bad, par exemple, je trouve que c'est ça. C'est-à-dire que c'est une espèce de rythmique rapide, avec plein d'arrangements vocaux à la fin. C'est des choses qu'on n'entend pas nécessairement aussi poussées, je trouve, sur leurs albums respectifs. Ouais. Et en fait, à l'image du moment de vie qu'on entend dans l'interlude, qui est justement produit par Tariq Azzouz, il y a quelque chose qui ressort du disque d'un mélange de spontanéité. Je pense qu'il y a vraiment des moments de vie de studio qui a dû consolider cet album-là, et de maîtrise, mais qui t'a donné parfois aussi peut-être l'impression de rester un peu dans leur zone de confort sur d'autres morceaux. Je pense à tous les trucs un peu drill mélodieux qui sont bien faits. Hein. Ouais. Ça, je peux pas le renier. Comme Quartier Notre-Dame. Mais... moi, Quartier Notre-Dame, je pense c'est, à mon avis, les morceaux qui vont... Nous, on enregistre avant que ça sorte. Je pense que c'est les morceaux qui vont le plus marcher. C'est les plus évidents, c'est sûr. C'est dans la lignée des Cassaves. Parce que je suis un peu snob, moi j'aime bien, tu vois. C'est vrai que t'es très snob. Je suis très snob, voilà. Mais ces morceaux-là, du coup... moi, j'aime bien Notre-Dame. Ok. Mais c'est vrai qu'il est plus commun, plus attendu. Et tu vois, c'est pour ça. Je trouve que aller chercher des sonorités encore plus poussées côté UK ou des espèces de pas de côté comme So Bad ou même l'outro produit également par Tariq Azzouz, où il y a vraiment c'est enrichi d'arrangements. Je trouve que du coup ça apporte une plus-value. Mami Wata aussi, qui est un super morceau, qui est l'avant-dernier morceau aussi, où je trouve qu'ils vont aussi plus loin quand même dans la production. J'ai l'impression que les producteurs ont eu le droit de se faire plaisir quand même sur ce projet. Et c'est une intelligence aussi de compositeur de laisser la place justement, parce que souvent les interprètes et souvent les producteurs le disent, ils aiment bien justement épurer pour qu'ils aient de la place dessus. Je trouve que c'est une intelligence aussi de laisser de la place à des producteurs pour arranger, faire quelque chose d'ambitieux. Justement, il y a un morceau qui s'appelle Ambition d'ailleurs. Produit par Corps. Produit par Corps, tout à fait. Et alors, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais du coup, le diptyque qu'il y a au milieu de l'album entre 100K et 200K, c'est leur solo, ça. Qui est leur solo. Je le trouve quand même assez chambé. On est dans quelque chose de plus convenu, puisqu'on est sur de la drill pure et dure avec Gazo, et une expression un peu justement maximale d'arrangement sur celui pour Tiakola. Mais je trouve que justement c'est un espèce d'espace pour chacun de reproduire de manière poussée ce qu'ils savent faire, et des espaces récréatifs et créatifs justement sur des morceaux où ils essayent de développer une identité commune que je trouve intéressante. Et moi, il y a un truc qui m'a un peu fait sourire sur l'album, c'est que je trouve que chez Gazo, il y a un truc de plus en plus assumé. Je sais jamais si chez lui c'est du second degré ou pas, mais de faire des phrases, des espèces de punch, tu dis mais il a vraiment fait celle-là du genre, tu sais, ça fait rire, tu vois. Ouais. Ça fait rire tellement c'est un peu idiot, quoi, mais en fait, dans son interprétation, c'est un peu comme l'humour. L'humour, c'est comment tu l'incarnes. C'est comment tu l'incarnes. Et les delivery. Exactement. Et c'est quand il dit une douille, un assassinat, ça peut t'envelopper comme une tortilla. Forcément, moi, ça me fait sourire. Ou quand il dit t'es malakishta, on dirait du PQ. Enfin, tu sais, tu t'imagines le rouleau de billets tout de suite. Et en fait, il y a un truc d'humour complètement assumé. Il y a des rappeurs qui peuvent se permettre des choses. Voilà. Gradure. Et c'est exactement ça. Si j'avais lâché une crotte. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, dans la bouche de beaucoup de rappeurs, ça c'est pas sur un single. Là, tout le monde est en club et a chanté ça. Voilà. Avec la danse de l'attraction, très populaire. Donc voilà, c'est vrai que. Il y a ce truc un peu assumé chez lui d'aller, je trouve, plus loin sur ce truc-là, tu vois, et ça me fait forcément sourire sur un album qui est encore plus fouillé musicalement aussi. Donc ce paradoxe-là, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est un point intéressant que tu soulèves. Je pense que c'est le côté. C'est pas le cas sur tous les morceaux, mais on sent qu'il y a des morceaux, il y a une ambition vraiment, t'as l'impression qu'ils n'ont pas forcément tout le temps en tout cas voulu donner exactement ce que les gens attendaient, même si il faut qu'il y ait des morceaux, voilà, il faut qu'il y ait des quartiers de Notre-Dame parce que c'est ce que les gens attendent. Est-ce que toi t'as et tu l'as écouté, bien sûr que tu l'as écouté, est-ce que tu as un avis similaire à celui de je te rejoins un peu. Pour moi il y a un moment fort dans l'album et j'ai jamais de chance parce que mes morceaux préférés c'est toujours des interludes ou des skits. Sur le dernier Jossman, c'est la vie que t'as choisi de mener. Vraiment, sur le dernier Jossman, Yacht et Champagne, c'est le seul truc que j'écoute vraiment en boucle. Et là, l'interlude produit par Tariq Azzouz, justement, je pense que c'est un peu un moment charnière du projet qui commence en mode facile pour moi, davantage dans l'univers de Tiakola justement, et à partir de 200K et 100K il y a quelque chose qui se passe parce que justement le fait de se recentrer sur leur univers qui leur est propre, donc Gazo sur une prod de flemme dans une ambiance beaucoup plus froide qui lui va parfaitement, qui finit par une espèce d'envolée qui laisse place à Tiakola ensuite, qui va rapper un peu plus dur que d'habitude. C'est un truc que moi j'ai besoin d'entendre aussi pour apprécier vraiment un morceau et que je retrouve toujours avec Tiakola, mais c'est beaucoup plus dispersé d'habitude.
Et avec un morceau qui évolue, donc le solo de Tiakola, c'est au début de la drill, ça part en jersey, et à un moment il y a des chœurs qui sont arrangés façon R&B, gospel aussi, gospel R&B des années 2000. Je trouve que c'est très réussi, et il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là sur le morceau Ambition, qui moi est mon morceau préféré, parce que c'est un morceau dans lequel il y a un passe-passe entre les deux, et c'est ce qui me manque un petit peu dans ce projet-là, c'est qu'il y a beaucoup de moments où ils sont côte à côte, ils sont pas réellement ensemble. Et surtout au niveau du texte, c'est un peu dissonant parfois, parce que des fois, il y a deux récits qui sont parallèles. Alors, je sais, on va pas écouter Gazo et Tiakola pour forcément les lyrics, mais des fois, je trouve que ça me manque un petit peu, en tout cas. Et sur ce morceau-là, je trouve que c'est réussi. Ça a une forme de tube rap avec du groove que je trouve intéressant, qui fait penser un petit peu au format des tubes d'un Nipsey ou d'un Davis récemment. Donc je trouve que ça fonctionne très bien. Et du coup, au final, malgré les petits moments décousus dans le projet, je trouve qu'il y a, dans la forme, ils arrivent toujours à se retrouver, parce qu'à eux deux, leur équilibre, c'est le standard du rap aujourd'hui. Donc les couplets rap et la mélo, plus les gimmicks. Donc le standard du rap, c'est Gazo et Tiakola. Ouais, exactement. Il faut aussi peut-être saluer, en tout cas je trouve, le fait que le projet soit court. C'est intéressant, notamment pour des projets communs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit quand on avait parlé de Guide Besbar et Leto, c'est qu'il y avait des bons morceaux, mais c'était long. Et sûrement un peu trop long pour un projet commun. On a aussi un peu envie que ce soit, il y a un côté, bon, ok, on n'a pas l'habitude de vous voir ensemble, donnez-nous le nectar de ce que vous pouvez faire ensemble. Et puis voilà, là c'est 12 tracks avec des interludes et outros. Je trouve que c'est le bon format pour quelque chose comme ça. Ça leur permet justement de nous donner ce qu'ils savent faire, et en même temps d'aller explorer 2-3 trucs. Et c'est vrai aussi, ce que vous avez dit, il faut quand même le dire, mais je pense que les gens qui nous suivent le savent, c'est aussi... on essaye d'en parler de la manière objective, la plus objective possible, mais on va potentiellement, je pense tous les trois, plus écouter le Ishalim. C'est même pas comparable, hein, mais tu vois, donc c'est vrai que Gazo, Tiakola, par exemple, nous, ils sont pas forcément dans le top de fin d'année. Donc c'est des artistes qu'on respecte, dont on apprécie la musique, mais c'est pas forcément ce que nous on va. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le public rap aujourd'hui, c'est qu'il y a un Ishalimsa qui sort et il y a un Gazo Tiakola. Et moi, je vois sur les réseaux, quand j'ai posté l'extrait de Ishalimsa, tout le monde est en mode waouh, c'est incroyable. Je sais pas combien de vues va faire l'interview, ça va pas être un énorme carton. Et je pense que si j'avais partagé Gazo Tiakola, j'aurais été ah ouais, c'est cool, ils sont dans le code, alors que l'interview aurait fait beaucoup. Donc c'est aussi le paradoxe, et c'est les gens qui tu voulais dire ça va pas streamer des masses. Putain, j'y ai pensé. Je t'ai doublé, putain. Mais non, mais là je pense qu'en l'occurrence ce projet-là va énormément streamer. Mais en vrai, moi, tu vois, par exemple, le KMT de Gazo, j'ai kiffé. L'album de Tiakola, j'ai kiffé. Après, c'est une question de est-ce que tu y reviens Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va écouter Limsa, il va dire il rappe trop bien, c'est cool, mais il va pas forcément y revenir parce que c'est pas le rap, c'est pas son sensibilité première. Et c'est l'avantage aussi, je pense, aujourd'hui, tu vois, c'est qu'il y a tellement d'écoles de rap différentes que tu peux ne pas écouter Gazo mais écouter Souffrance en boucle, et ou les deux de temps en temps parfois. C'est un peu méta du coup l'échange qu'on a là-dessus, mais c'est pas inintéressant. C'est souvent, tu sais, quand on s'adresse à nous en tant que critique rap, c'est mais soyez objectif, etc. Mais je pense qu'effectivement, parce qu'il y a ces nuanciers de rap aussi qui existent aujourd'hui, c'est comment tu te situes pour parler de ça. Est-ce que tu prends tout dans l'absolu en voulant tout comparer avec les mêmes critères, ou est-ce que tu prends aussi chaque disque avec l'école, la direction musicale dans laquelle il est, son histoire, exactement, et comment tu arrives à jauger ça, à juger ça justement sur les intentions de l'artiste par rapport à d'où il vient, ce qu'il fait comme rap, etc. Tu peux pas exactement juger de la même manière. Non, tu peux pas comparer Gazo et Limsa, tu vois. Pourtant ils sont rappeurs tous les deux, mais ils l'envisagent pas de la même manière. Exactement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est intéressant, et c'est intéressant aussi que ces deux projets communs sortent le même jour. Je trouve que c'est parce que c'est vraiment ça montre la richesse des propositions actuelles, c'est clair. Tout à fait. Gazo Tiakola, donc disponible, mais je pense que le monde entier le sait déjà. Est-ce qu'on peut imaginer un projet commun entre des artistes internationaux? Enfin, est-ce qu'on peut, vous n'avez pas la réponse, mais est-ce qu'on le souhaite? Internationaux. Genre Gazo, Central C. Moi, je pense que ça serait logique. Ouais, il faut en fait, cette espèce de tunnel sous la Manche qu'on a dans le rap là en ce moment, il faut le développer à fond. Parce que ça marche, hein. Un Dave Tiakola, je pense que ça peut se tenir, tu vois, j'ai déjà 2 morceaux en vrai. Et tu vois, typiquement, en plus, Dave, c'est quelqu'un qui sait tout faire, et effectivement, il peut aussi bien faire des choses très mélodieuses qui tirent justement vers ses sonorités d'Afrique de l'Ouest, comme des choses Afrique de l'Ouest anglophone, hein, j'entends, comme des choses très rap, hein. Il suffit d'écouter cet album pour s'en convaincre. Le mec est probablement une des plus grandes plumes de rap anglophone de ces dernières années. C'est clair. Mais je trouve que la complémentarité qu'ils ont trouvée, alors sur un espèce d'instantané sur 2 morceaux, ça me donne envie d'écouter plus. Moi, par exemple, je serais curieux de voir ça, quoi.
Quel âge il a, Dave? Je sais, moi. J'ai regardé ça il y a quelques jours. Ça t'a surpris si t'en parles? Un peu. 36? Non, il est hyper jeune. Non. Il a 23 ans. Il a 25. Je pensais qu'il en avait 30. Je pense que c'est dans l'autre sens. Ouais, non, mais moi je pensais qu'il en avait genre au moins 30, tu vois, parce que vu le vécu. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là. Et en fait, il est quand même là depuis longtemps. Et il en a que 25, tu vois. Donc, ça m'a effectivement, je le voyais plus proche. Peut-être pas 36, mais parce qu'il est quand même plus jeune que moi. Mais tu vois, je l'imaginais aux alentours de 29-30. Et donc, c'est quand même assez incroyable. C'est vrai que. Nous, on a peut-être un peu, et quand je dis nous, c'est les meilleurs à regarder le rap américain, etc. Un peu moins le rap anglais, je trouve, en tout cas, moi, tu vois, je le dis. Et peu paraît Dave, même si on avait fait un No Fun, je crois, à l'époque. Absolument, sur Psychodrama, ouais. C'est un rappeur extraordinaire de ces dernières années. Ouais, vraiment. Et ceux qui l'ont découvert avec Chacola, il est jamais trop tard, n'hésitez pas à aller check tout ce qu'il a fait. Vraiment, c'est un rappeur assez fantastique. Voilà, peut-être passons au coup de cœur. On a un peu de temps pour les coups de cœur. Commençons avec Raph, puisque Sandra et moi, on s'est rendu compte qu'on avait un coup de cœur en commun, mais du coup, je vais parler de quelqu'un d'autre en plus. Raph, je t'en prie. Je voulais vous parler de XPK. XPK, c'est un collectif qui donc sort un disque du même nom, de plusieurs musiciens, et dont en rap, il y a Kazé, qui est, moi, dans mon panthéon personnel, très haut placé dans l'histoire du rap. J'adore toute sa discographie à Kazé. Parce que c'est factuel. Voilà, parce que c'est un des plus grands. Il n'y a pas le choix. Voilà, il y a un des plus grands rappeurs, tout genre, j'entends sexuel confondu, qui a touché pour moi un microphone et une feuille en France. Et donc, qui, depuis quelques années, fait plein de pas de côté musicaux. Elle avait fait Zone Libre, qui était très rock. Elle a fait House Gang, qui était rock, mais aussi avec des influences caribéennes, parce que notamment il y a un batteur qui s'appelle Sonny Troupé qui faisait partie des musiciens et qu'on retrouve donc sur XPK, et qui est justement un disque qui essaie de mélanger du rap, du jazz et du gwoka qui est une musique traditionnelle guadeloupéenne, héritée en fait de les musiques africaines, de l'esclavage, etc. Et donc Kazé continue de faire des pas de côté, c'est-à-dire qu'en fait elle a 2 albums à son nom vraiment en tant que rappeuse, un EP aussi. Une trajectoire et Libérer la bête. Tout à fait. Et très bonne mixtape aussi, au stylo. Qui était un bon récap de tout ce qu'elle avait fait. Il y a notamment un moment où elle rappe sur My Name Is d'Eminem. C'est d'une manière totalement différente d'Eminem, c'est fantastique. Voilà, bref. Grande rappeuse. Et donc voilà, j'ai trouvé donc ce nouvel album intéressant pour 2 raisons. D'abord parce que, comme elle le dit à un moment donné, on est des architectes avec les mots comme des armes chimiques, on mélange le rock, la Martinique. Et donc c'est vraiment ça, il y a un mélange de plein de choses musicalement, même si c'est très ancré justement sur cette tradition musicale caribéenne, puisqu'on a à la fois des musiciens martiniquais et guadeloupéens, mais surtout parce que la qualité du rap de Kazé ne s'émousse pas en fait. Et ça c'est trop fort, elle est toujours précise, puissante dans ses mots, pour parler de l'héritage, de la colonisation, de l'esclavage. Le premier extrait notamment qui s'appelle C'est moi qui sais, qui était déjà sorti au moment où on enregistre cette interview, cette émission, elle dit je pleure, ils me comprennent, je lutte, ils me condamnent, ils veulent entendre ma peine et sont sourds quand vient la hargne. Bon, si vous suivez l'actualité, je pense que ces mots résonnent aussi. Et en fait, pourquoi aussi je trouve que ce disque il est important, c'est parce que il n'y a pas très longtemps de ça, un rappeur américain qui a le même âge que Kazé, qui s'appelle André 3000, a sorti un album où en fait il ne fait plus de rap. Il fait une espèce de musique ambiante où lui joue de la flûte, etc. Et il dit en interview, et c'est tout à son honneur, je trouve aussi, d'avoir cette honnêteté, de dire moi en fait je me vois plus rapper aujourd'hui. Et il y a souvent ce débat sur, au bout d'un moment, est-ce que des mecs qui sont quadras, des mecs ou des femmes, des artistes de manière générale, qui sont quadras, qui ont fait du rap, ils peuvent encore rapper, ils ont des choses intéressantes à faire, à dire. Et ben je trouve que cet album de Kazé, il dit quelque chose de ça, c'est-à-dire que évidemment c'est pas la même carrière, c'est pas la même trajectoire, c'est pas le même pays pour l'un et pour l'autre, mais c'est intéressant qu'en ayant justement le même âge, Kazé, elle montre qu'il est possible de rester intègre finalement dans son rap, de rester honnête dans ce qu'on peut faire quand on rappe, et incisive en plus, sans faire de jeunisme. C'est-à-dire qu'à aucun moment sur cet album, t'as l'impression qu'elle est dépassée, mais sur le morceau de Jersey quand même. T'imagines avec des musiciens, en plus caribéens, ça serait trop bien. Et donc voilà, sans faire ni l'impression d'être dépassé, ni faire de jeunisme, et surtout dans la puissance de ce qu'est l'art de rapper en fait, et c'est ça que moi je trouve trop fort chez Kazé. Et donc c'est une proposition très singulière comparé à tout ce dont on a parlé aujourd'hui et dont on a l'habitude de parler. Musicalement ça ressemble à rien d'autre de ce qui existe aujourd'hui, il y a des vrais instruments, enfin voilà quoi, mais une fois qu'on a dépassé peut-être cette barrière de péage pour certains auditeurs, juste écouter comment rappe Kazé, ce qu'elle dit dedans, c'est toujours fabuleux. Et ça fait beaucoup de bien aussi d'entendre des disques comme ça quoi. Absolument. Et juste sur l'interview d'André, parce qu'elle a été un peu
mal compris sur les réseaux en tout cas, parce que les gens ont un peu pris ça, ouais, bah, André il fait le snob, genre le rap c'est on peut plus rapper passer un certain âge, c'est pas du tout ce qu'il dit dans l'interview. Il donne beaucoup de respect au rap actuel, aux rappeurs de son âge qui continuent à rapper, il dit juste lui. Voilà, il se voit pas rapper sur la coloscopie qu'il vient de faire. C'est son droit. Oui, mais c'est pas comme s'il avait sorti un des plus grands couplets de ces dernières années sur l'album de Kanye West. Mais bien sûr. Mais donc... je veux dire, en plus depuis qu'il a arrêté de sortir des albums de rap, il a sorti des couplets légendaires chez Frank Ocean, chez Kanye. Donc c'est vrai que bon, je pense qu'il avait juste pas envie. Et d'ailleurs, il est dit dans l'interview que c'est pour ça que les titres de l'album sont super longs, parce que comme il veut pas parler, il a voulu dire le plus de choses à travers les titres. Voilà, mais un album de flûte que moi j'écoute beaucoup. J'y connais rien en flûte ambiante, mais j'aime bien cet album. Je peux dire que c'est de la bonne flûte. C'est de la bonne flûte. Et bah let's go, Richie Beats, c'est ça notre reco en commun. Une fois n'est pas coutume, là je vais rien vous faire découvrir. C'est une légende du beatmaking en France. Vrai, hein, ouais, franchement, il est là depuis. Le terme n'est pas usurpé. Ouais, depuis une quinzaine d'années. Et en vrai, allez voir sa page de crédit sur Genius. Vous allez voir qu'il est responsable de beaucoup de classiques. Tony Sosa, 2014 à l'infini, Omax 2.0, que des choses qui ont en plus une patte différente, mais sur lequel... Il a aussi une carrière de chanteur R&B. Il a aussi un moment abordé ce terrain-là. Tout à fait. Et donc, il a sorti une tape qui s'appelle Oh My God Volume 1, et il réunit évidemment des très beaux noms. Alpha One, Freeze Corleone, Ateyaba, il m'en faut pas plus pour adorer un projet. Mais il y a aussi des noms qu'on n'a pas encore beaucoup vus comme Kaiser Prodigy, Flaco, Biazouka qui a une super voix, qui fait un très beau morceau, qui sont des noms à suivre, je pense. Et ce qui marque dans ce projet-là, c'est que tout le monde a vraiment fait honneur à l'invitation. Il y a parfois, on pense que les projets de beatmakers, c'est un peu des chutes, des chutes de studio. C'est pas le cas du tout ici. Ils ont vraiment respecté la proposition et ça a été fait vraiment dans l'optique de ce projet-là, qui a une patte commune avec juste peut-être un esprit noir qui vient un peu égayer le tout à un moment, qui fait du bien aussi, mais sinon c'est très sombre. Et j'aime bien l'esprit très nonchalant. J'adore. Vraiment, il est très très fort. Très fort. Et non, ça fait du bien, c'est du rap bien terrien, bien dur. Moi, je suis d'accord avec toi parce que j'allais aussi parler de ce projet-là. J'adore les projets de beatmaker et je trouve que c'est un très bon projet de beatmaker. Et ça fait longtemps qu'il voulait en plus le sortir, qu'il travaillait dessus. Et c'est un peu une éloge, je trouve, au fait de savoir durer, savoir se réinventer. Parce que une éloge. Une, je crois. Vous êtes sûr ? Je me demande si on dit pas un. Un éloge, c'est un éloge. Je crois que c'est un. Voilà. Dites-nous dans les commentaires. Votez 1 pour Dacruz ou 2 pour Maïzar. Voilà, on va voir qui va gagner. Donc voilà, je trouve que c'est beau en fait justement de sa part d'avoir su durer dans le temps, de se réinventer, d'avoir même réussi à réduire son style de production. On l'a vu sur les albums récemment de Dean Burbigo notamment. Et je trouve que c'est beau qu'il arrive à sortir ce disque maintenant, quoi. Est-ce que vous savez d'où vient le Oh My God ? Un film. Oui. Mais je te laisse le dire parce que c'est important pour toi. Ça vient de... C'est Kate Capshaw, l'actrice qui joue Willy dans Indiana Jones 2. Voilà. Et qui dit « Oh my God » quand Harrison Ford va couper le pont avec son épée. Voilà. Et je ne savais pas. Et j'ai appris ça il y a quelques années sur, je crois que c'est Views ou Interlude, qui avait fait qui avait donné un info sur les réseaux. Okay. Voilà. C'est donc un homme de goût. Encore plus ce Richie Beats. Et moi très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais du coup parler d'un autre coup de cœur. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé. Alors pas Dre, je vais pas vous faire découvrir grand chose, mais c'est pas grave, on peut aussi parler de trucs connus de temps en temps. À cause de vous là, du coup on s'en oublie. J'ai honte d'écouter Guy Besbar parce qu'il fait trop de stream, tu vois. Et non, j'ai beaucoup aimé vraiment le dernier album de Guy Besbar, donc qui s'appelle Ambition, que je préfère à son précédent, que je préfère aussi au projet avec Leto. Je trouve qu'il est déjà il est plus court. Le projet est relativement court. Je trouve les feats super réussis, notamment le feat avec Jossman et Jay Brownie. Déjà, je trouve l'association de ces trois-là mortelle. Et il y a un truc, tu vois, Guy, c'est pas forcément le mec le plus... Tu vois, on parlait de Gazo, le plus lyriciste, etc. C'est pas forcément ça, mais il a évidemment des gimmicks et une énergie. Genre le morceau ADN, l'énergie dessus. J'ai l'impression que tous les morceaux, t'as l'impression de les mettre quand tu viens de gagner un match de foot où il y a vraiment un truc de célébration à chaque fois. Tu vois, c'est Win de J-Rock, mais sur tout un album en fait. Tu vois. Tu me l'as vendu, c'est bon. Donc voilà. C'est bon. Donc vraiment, je trouve qu'il a vraiment ce truc-là. Voilà, très bon projet, je trouve, de Guy Besbar. Dans les sorties mainstream, je trouve que c'est vraiment une des sorties du haut du panier cette année. Voilà, merci beaucoup, Sandra. Merci à vous. Merci Raph. Prochain épisode, c'est l'épisode bilan. Waouh. Voilà. Donc on va dire les enjeux. Voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire, peut-être comme l'année dernière, mais ouais. En tout cas ce sera le dernier épisode de l'année avant de revenir évidemment en 2024. Merci beaucoup, merci à tout le monde et on se retrouve dans une semaine je crois. Une semaine. Let's go.